Il arrive un moment précis dans la vie où le silence parle plus fort que n'importe quelle explosion de colère ou que n'importe quel cri de rage. Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique Le Baz, la chaîne des mystères historiques et des vies légendaires. Pendant des années entières, David Hallyday est resté muet, immobile, tandis que le monde entier s'acharnait à déchiqueter l'histoire de sa propre famille comme un vieux journal oublié sur un banc public. Le fils de la plus grande icône du rock français a vu l'héritage de son père se transformer en titre de tribunaux froids et impersonnels, en une guerre publique qui faisait la une des magazines People semaine après semaine. Il n'a pas crié dans les micros tendus par les journalistes, il n'a pas accusé publiquement quiconque devant les caméras, il n'a pas alimenté les rumeurs. Non, il a simplement attendu, patiemment, commiamment, comme un musicien qui laisse monter la tension avant le premier accord. Mais en 2025, à l'âge de 59 ans bien tassé, David a enfin ouvert la bouche et ses mots, prononcés calmement, ont figé toute une nation dans un silence stupéfait. Ce qui n'était autrefois qu'une tragédie familiale intime, confinée aux murs des villas et aux couloirs des hôpitaux, était sur le point de devenir une affaire nationale qui allait diviser l'opinion publique française comme rarement auparavant. Né dans l'ombre écrasante de deux légendes absolues de la chanson française, David Michel Benjamin Smet voit le jour le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, juste à l'extérieur de Paris, dans une banlieue chic où les stars se croisent sans se voir. Son destin semble tracé avant même qu'il ne sache marcher ou parler. Son père, Johnny Hallyday, est déjà le roi incontesté du rock'n'roll français, adulé par des millions de fans qui hurlent son nom dans les stades bondés, intouchable comme un dieu vivant sur scène. Sa mère, Sylvie Vartan, est la pop star radieuse qui règne en maître. Sur les classements musicaux et les écrans de télévision, avec son sourire éclatant et sa voix cristalline qui fait fondre les cœurs. Ensemble, ils forment le couple d'or de la France des années 60, un fantasme vivant d'amour passionné, de glamour hollywoodien importé à Paris et de rébellion rock qui captive toute une génération entière. Et au centre de ce projecteur aveuglant se tient un petit garçon fragile qui n'a jamais demandé la célébrité, qui n'a jamais réclamé les flashs des photographes ou les autographes. David grandit dans ce tourbillon, apprenant tôt que la vie des stars n'est pas un conte de fées mais un équilibre précaire entre amour et chaos. Lorsque Johnny et Sylvie divorcent en 1980, David n'a que 6 ans à peine. Ce qui suit n'est pas une enfance ordinaire faite de jeux dans le jardin et de goûter avec les copains d'école, mais un exil permanent entre deux mondes radicalement opposés. Il passe une partie de sa vie à Paris, dans les appartements luxueux de la capitale où les échos des concerts résonnent encore, et une autre à Los Angeles, cette ville immense qui sent la guitare électrique et l'essence des grosses voitures américaines. Là-bas, il étudie au lycée français, un îlot de culture hexagonale au milieu du rêve américain, et apprend à se cacher derrière la musique comme derrière un bouclier. Tandis que ses parents sont en tournée perpétuelle, sillonnant l'Europe et les États-Unis avec leurs spectacles grandioses, David trouve refuge dans le rythme régulier des percussions qu'il frappe pendant des heures et dans la solitude apaisante de la composition, où il peut enfin être lui-même sans masque. La scène appartient entièrement à Johnny Hallyday, avec ses lumières éblouissantes et ses foules en délire, mais le silence, ce silence profond et réparateur, appartient à David seul. À Los Angeles, il absorbe la discipline rigoureuse du rock sans plonger dans le chaos destructeur qui a consumé son père pendant tant d'années, ses excès de vitesse, d'alcool et de nuits blanches qui font les légendes mais brisent les hommes. À la fin de son adolescence, alors que les hormones bouillonnent et que l'identité se cherche, David commence à écrire des chansons en anglais, une langue qui lui permet de s'éloigner du poids du nom français. Il rêve d'être connu non pas comme le fils de Johnny Hallyday, cet héritier malgré lui, mais comme David tout court, un artiste à part entière avec sa propre voix. Ce désir ardent devient réalité en 1988 lorsqu'il sort son premier album intitulé True Cool. L'album est fluide comme une rivière californienne, mélodique avec des hooks qui restent en tête, et profondément personnel dans ses textes qui parlent de quête d'identité et de liberté. C'est une déclaration d'indépendance claire et nette, un moyen de dire au monde qu'il peut exister au-delà du nom familial qui le suit comme une ombre. Le disque rencontre un succès immédiat en France et en Belgique, où les radios le passent en boucle, lui apportant enfin la reconnaissance qu'il avait si longtemps évitée, presque fui. 2 ans plus tard, en 1990, arrive Rock'n'At, une preuve éclatante que le jeune homme possède à la fois le feu intérieur de son père et la sensibilité douce de sa mère. Mais David est différent. Fondamentalement. Là où la musique de Johnny rugissait comme un moteur V8 sur une autoroute déserte, celle de David murmurait comme une confidence dans le noir. Là où Johnny vivait à toute vitesse, enchaînant les excès et les passions, David cherchait le sens profond des choses, la paix intérieure. Il écrivait ses propres textes, souvent introspectifs, sur la famille fracturée, la distance émotionnelle et le manque qui ronge l'âme. Des thèmes qui révélaient combien il portait le poids émotionnel écrasant de la gloire de ses parents, comme un sac à dos trop lourd pour un enfant. Durant toutes les années 1990, tandis que Johnny remplissait les stades immenses comme le Stade de France naissant, David construit tranquillement une carrière marquée par l'honnêteté brute et la retenue élégante. En 1999, son album Un paradis,
Un enfer remporte la victoire de la musique du meilleur album pop-rock, un moment symbolique qui sépare enfin l'homme du mythe, le fils de la légende. Pourtant, la célébrité naissante n'efface jamais la blessure invisible d'avoir grandi sous les projecteurs impitoyables, où chaque sourire de famille est analysé, chaque dispute amplifiée. Derrière ses yeux calmes et son regard posé se cache un enfant qui a passé des années à observer l'amour se transformer en trahison. La séparation s'étalait à la une des magazines People avec des photos volées et des titres sensationnels. Cette force tranquille devient son armure impénétrable. Malgré le succès grandissant, David ne perd jamais sa maîtrise de lui-même, même lorsque la vie de son père se déroule comme un film hollywoodien décadent, un film dont il n'a jamais voulu être l'acteur principal ou même un second rôle. Ce qu'il apprend durant ses années formatrices, ce n'est pas à courir après la lumière aveuglante des projecteurs, mais à y survivre sans se brûler les ailes. Et, avec le temps qui passe inexorablement, cette leçon allait s'avérer essentielle, vitale même, car la véritable tempête, celle qui allait tout balayer, n'attendait qu'au-delà des applaudissements et des ovations. Devenir son propre homme représente le combat de toute une vie pour David Hallyday. Au début des années 1990, il est déjà devenu ce que peu de gens avaient imaginé. Un artiste qui tient solidement sur ses propres jambes, indépendant et authentique. Tandis que le monde continue de le présenter invariablement comme le fils de Johnny, avec ce label collé à la peau, il construit discrètement un répertoire musical qui ne ressemble en rien à celui de son père, ni dans le style ni dans l'énergie. Il chante la confiance brisée comme du verre sous les pieds, le prix exorbitant de la célébrité qui vole l'enfance, et le désir ardent de mener une vie ordinaire, loin des flashs et des obligations. Contrairement à Johnny qui brûlait la nuit dans le bruit assourdissant des amplis et la rébellion adolescente éternelle, David préfère le calme absolu du studio d'enregistrement, la logique précise de la mélodie qui s'assemble note après note, et le rare silence que la gloire n'a jamais permis à ses parents de connaître véritablement. En 1989, il épouse Estelle Lefébure, un mannequin français dont la grâce naturelle et la beauté saisissante égalent son charisme tranquille et introspectif. Ils deviennent l'un des couples les plus photographiés de France, beau, jeune et apparemment intouchable, un duo qui fait rêver les magazines. Ensemble, ils ont 2 filles magnifiques, Ilona et Emma, cette dernière suivant plus tard les traces artistiques de son père en devenant actrice. Talentueuse devant la caméra. Mais derrière le glamour des tapis rouges et des séances photos, David cherche encore l'équilibre précaire entre vie publique et privée. Il aime profondément, avec une intensité contenue, mais craint le même chaos émotionnel qui a détruit le mariage de ses parents, ces disputes explosives suivies de réconciliations passionnées. Après des années d'efforts pour maintenir l'harmonie, le couple se sépare à la fin des années 1990, le laissant à nouveau face à la solitude qu'il connaît si bien, cette compagne fidèle depuis l'enfance. Durant ces années de transition, sa passion pour la musique devient une thérapie salvatrice, un moyen d'exorciser les démons intérieurs. Il compose des bandes originales pour des films, écrit pour d'autres artistes émergents et entre même dans le monde exaltant du sport automobile en participant aux 24 heures du Mans en 2003, au volant d'une voiture qui file à plus de 300 km/h. Pour certains observateurs extérieurs, cela ressemble à une fuite éperdue devant les responsabilités familiales. Pour lui, c'est la liberté pure, le contrôle total dans une vie. Façonné par tout ce qui échappe à son emprise, la célébrité héritée, le sang légendaire qui coule dans ses veines et l'héritage écrasant. Puis vient un nouveau chapitre lumineux au début des années 2000. David rencontre Alexandra Pastor, héritière d'une des familles immobilières les plus riches de Monaco, un monde de luxe discret et de propriétés somptueuses. Là où Estelle incarnait le glamour des projecteurs et des défilés, Alexandra représente la sérénité absolue, un havre de paix. Ils se marient en 2004 et accueillent peu après un fils, Cameron, qui apporte une joie nouvelle. Entouré de luxe mais indifférent à l'exhibitionnisme, David choisit la discrétion comme mode de vie. Leur maison dans le sud de la France, avec vue sur la Méditerranée scintillante, devient son sanctuaire inviolable, un monde fermé de musique douce, de famille unie et de discipline tranquille au quotidien. Pendant que Johnny continue à vivre comme un dieu du rock immortel, se mariant encore et encore avec des femmes plus jeunes, enchaînant les tournées triomphales, David se concentre sur l'introspection profonde, sur la compréhension de soi. Les interviews de cette époque révèlent un homme à la fois fier de ses racines et méfiant de son héritage encombrant. Mon père vivait à toute vitesse, sans frein, disait-il un jour lors d'une conversation rare. Mais moi, j'ai besoin de silence pour me trouver, pour respirer. Il ne se rebelle pas contre Johnny de manière ostentatoire. Il apprend simplement à exister sans rivaliser avec lui, sans entrer en compétition pour les projecteurs. Chaque album sorti durant ces années, de révélation à un paradis, un enfer, contient des fragments de réconciliation subtile, des messages inavoués entre un père et un fils qui se disent rarement ce qu'ils ressentent vraiment au fond du cœur, préférant la musique aux mots directs. Au milieu des années 2010, David pense avoir enfin trouvé la paix intérieure tant recherchée. Ses parents vieillissent doucement, ses propres enfants sont grands et indépendants, son mariage avec Alexandra est stable. Comme un roc.
Il a bâti une fortune personnelle d'environ 15 millions d'euros, entièrement indépendante de l'empire tentaculaire de son père, grâce à ses albums, ses compositions et ses investissements prudents. Il n'a plus besoin du nom de famille pour exister ou réussir, mais le destin aime tester la paix durement acquise. Et pour David Hallyday, l'épreuve suprême arrive un matin froid de décembre 2017 quand le téléphone sonne depuis Marne-la-Coquette, brisant le silence. Le jour où la musique s'arrête net, la mort de Johnny est le testament qui ébranle la France entière. C'est le 5 décembre 2017 lorsque la France s'immobilise comme frappée par la foudre. Johnny Hallyday, l'homme qui a incarné la rébellion pure pendant 6 décennies entières, meurt à Marne-la-Coquette, sa maison près de Paris, après une longue et courageuse bataille contre un cancer du poumon qui l'a rongé. Il avait 74 ans. Pour des millions de personnes à travers le pays, ce fut comme perdre une part essentielle de l'identité nationale française, un symbole vivant du rock importé d'Amérique. L'homme qui avait tourné la jeunesse française vers le rock'n'roll avec ses twists endiablés n'était plus. Des foules immenses se rassemblent en silence dans les rues de Paris. Des bougies sont allumées par milliers à travers la capitale et la nation pleure non seulement un artiste légendaire, mais un mythe incarné qui a traversé les époques. Mais pour sa famille proche, le deuil n'est que le début de quelque chose de bien plus sombre, de bien plus destructeur. Quelques semaines après les funérailles grandioses à l'église de la Madeleine, avec des centaines de milliers de fans alignés le long des Champs-Élysées, et l'enterrement intime à Saint-Barthélemy sous le soleil caraïbe, des fissures commencent à apparaître dans l'image parfaite de l'unité familiale tant vantée. En coulisses, des rumeurs sur le testament de Johnny commencent à circuler comme un feu de forêt. Des rumeurs qui très vite deviennent des gros titres explosifs dans tous les médias. En février 2018, la fille de Johnny, Laura Smet, publie une lettre ouverte bouleversante adressée à son père défunt. Elle y révèle qu'elle vient de découvrir qu'elle et son frère David ont été entièrement exclus du testament de leur père. « J'ai appris il y a quelques jours, écrit-elle d'une plume tremblante, que tu avais rédigé un testament nous déshéritant totalement, David et moi. Il est insupportable que je n'ai pas pu te dire au revoir. Papa, le savais-tu seulement ?» Ces mots transpercent la France comme une lame affûtée, touchant le cœur de millions de personnes. En quelques jours, les avocats confirment ce que personne ne voulait croire possible. La succession de Johnny, estimée à près de 100 millions d'euros en biens, droits et propriétés, a été entièrement léguée à sa veuve Laetitia Hallyday et à leurs 2 filles adoptives Jade et Joy. Le testament, signé selon la loi californienne où Johnny avait passé beaucoup de temps, ne laisse rien à David ni à Laura, pas un centime, pas un souvenir. Pour le public français, ce n'est pas seulement une question juridique froide, c'est une question morale profonde qui touche à l'âme de la famille. En France, les enfants ne peuvent être déshérités totalement. La loi leur garantit une part réservataire de l'héritage parental, une protection ancestrale. Mais aux États-Unis, où Johnny avait vécu pendant des années et établi sa résidence fiscale, il avait le droit absolu de tout léguer à une seule personne ou à qui il voulait. Cette révélation provoque une tempête médiatique sans précédent qui déchire la famille Hallyday sous les yeux du monde entier, en direct à la télévision et sur les réseaux sociaux. Laetitia rompt bientôt le silence public, affirmant qu'elle n'a jamais manipulé son mari dans ses dernières volontés. « On me vole mon deuil », confie-t-elle au magazine Le Point avec des larmes dans la voix. Johnny a pris ses propres décisions en toute conscience. David et Laura avaient déjà construit leur vie indépendante. Ces paroles, censées la défendre contre les accusations, ne font qu'approfondir le fossé abyssal qui sépare les camps. Pour David, la blessure n'est pas une question d'argent ou de cupidité, c'est une question de dignité humaine fondamentale. Apprendre par les journaux à sensation que le testament de son père l'efface complètement, comme s'il n'avait jamais existé, fut une humiliation qu'il n'oublia jamais, une claque en pleine figure. Pourtant, fidèle à sa nature introspective et retenue, il ne s'emporte pas en public, ne donne pas d'interviews rageuses. Ce n'est pas une question d'héritage matériel, confie-t-il à des amis proches dans l'intimité. C'est une question de respect élémentaire. À Los Angeles, la famille qui s'était autrefois réunie autour du lit d'hôpital de Johnny pour ses derniers moments ne communique plus que par avocat interposé, dans un langage froid et légal. Ce qui avait commencé comme un deuil partagé se transforme en guerre froide faite d'interviews calculées et d'accusations voilées. Les fans prennent parti avec passion, divisant le pays en 2 camps. Les médias parlent de la guerre des clans Hallyday et au centre de tout cela se tient David, calme, digne et silencieux comme toujours, un fils qui a perdu non seulement son père, mais la dernière trace de paix que sa famille ait jamais connue. Une guerre écrite dans les tribunaux et dans le silence oppressant. Au début de l'année 2018, la salle d'audience devient la nouvelle scène du nom Hallyday, remplaçant les concerts légendaires. Ce qui avait autrefois été des applaudissements tonitruants et des lumières éblouissantes se transforme en audience interminable, déclarations sous serment et accusations croisées. L'affaire est simple sur le plan juridique pur, mais insupportable sur le plan émotionnel qui touche aux tripes.
Le testament américain de Johnny, rédigé à Los Angeles, lègue tout sans exception. Maison somptueuse, royalties perpétuelles sur des centaines de chansons, voitures de collection, droit sur son nom et son image à Laetitia et à leurs 2 filles adoptives. En France, cela paraît impensable, presque sacrilège. En mars, David et Laura déposent conjointement une plainte pour contester le testament selon la loi française protectrice, déclenchant l'une des querelles familiales les plus médiatisées de la France moderne, suivie jour après jour par des millions de téléspectateurs. Laetitia se présente comme la gardienne fidèle des volontés de Johnny, affirmant que son mari agit par amour pur, non par exclusion délibérée. Johnny croyait avoir déjà pourvu aux besoins de ses enfants aînés, déclare-t-elle aux journalistes avec assurance. David est un artiste accompli avec sa carrière. Laura est une actrice talentueuse. Il n'avait pas besoin de sa protection financière. Mais pour les millions de Français qui ont suivi la vie de Johnny pendant des décennies, comme une série nationale, ses paroles sonnent froidement, presque insensibles. Comment un père peut-il effacer ses propres enfants de son héritage, les rayer comme une erreur? Le public français prend parti avec ferveur. Les tabloïds transforment chaque détail anodin en scandale majeur. Derrière les gros titres racoleurs, David Hallyday reste silencieux, un homme élevé dans le chaos médiatique qui refuse d'alimenter la machine. En privé pourtant, son silence n'est pas la paix sereine, c'est la douleur contenue qui bouillonne. Le testament a fait bien plus que diviser l'argent en parts inégales. Il a rouvert la plaie béante du divorce de ses parents, la solitude écrasante de l'enfance ballottée entre 2 continents et le sentiment d'être un invité permanent dans sa propre histoire familiale. Tout au long de 2018 et 2019, les avocats débattent avec acharnement pour savoir si le centre de vie de Johnny se trouvait en France ou aux États-Unis, un détail technique qui déterminerait quelle loi s'appliquerait en fin de compte. Les enjeux sont immenses, non seulement l'argent colossal, mais aussi le droit moral de décider comment la mémoire de Johnny sera préservée pour les générations futures. Les tribunaux français gèlent les avoirs de Johnny, de la villa de Marne-la-Coquette à sa propriété paradisiaque de Saint-Barthélemy. Pendant des années, rien ne peut être vendu, rien ne peut bouger, tout est suspendu dans une limbo juridique. Pendant ce temps, la famille se fracture irrémédiablement, comme un miroir brisé en 1000 éclats. Laura donne des interviews émouvantes à la télévision, décrivant son chagrin avec des larmes sincères. Laetitia accuse la presse de la crucifier injustement et affirme « On m'attaque parce que je suis une femme jeune qui a épousé une légende ». David, le plus silencieux de tous, se retire de la vie publique presque totalement. Il apparaît rarement à la télévision et refuse catégoriquement de prononcer le nom de Laetitia en public. À ses amis intimes, il confie que le conflit n'est pas une question de richesse matérielle, mais de vérité nue et crue. En 2020, la lassitude remplace progressivement la colère initiale. La pandémie de Covid suspend les audiences et même le deuil semble figé dans le temps, comme tout le pays. Puis en juillet 2020, un petit miracle se produit enfin. Les avocats de Laetitia annoncent un accord définitif avec les enfants aînés de Johnny. Après 2 ans et demi de bataille acharnée, la guerre est enfin terminée, du moins sur le papier légal. Selon cet accord confidentiel, Laetitia conserve les propriétés principales de Johnny, estimées entre 28 et 34 millions d'euros, mais hérite aussi de ses dettes fiscales massives, environ 30 millions d'euros qui pèsent lourd. Laura reçoit 2 600 000 euros et les droits exclusifs sur la chanson de son père intitulée Laura. David, fidèle à sa nature désintéressée, ne demande rien de plus que la paix retrouvée. S'exprimant sur RTL avec une voix calme, il déclare simplement « Dieu merci, c'est fini ». Tout cela appartient désormais au passé. Les gens ont des problèmes plus importants à affronter dans leur vie quotidienne. Il ne célèbre pas la victoire, il n'accuse pas les perdants. Il est soulagé, profondément. Mais sous ce soulagement apparent se cache l'épuisement silencieux d'un homme qui a passé des années à se battre pour une reconnaissance qu'un père disparu ne pouvait plus lui offrir personnellement. Les tribunaux lui ont donné une conclusion légale, mais pas la guérison émotionnelle complète, entre distance et réconciliation timide. Après la longue tempête des tribunaux et des gros titres incessants, les années suivantes apportent un calme fragile, presque précaire. David Hallyday se retire des projecteurs aveuglants, se consacrant pleinement à la musique. Qui le sauve, à la famille qui le soutient et au silence qu'il chérit. Tandis que d'autres exploitent l'héritage de Johnny à travers des documentaires sensationnels, des expositions muséales et des projets de musées dédiés, David choisit de garder ses distances respectueuses. « Je fais ma propre musique », déclare-t-il à RTL en 2022 avec fermeté, pas celle des tribunaux ou des avocats. Pour lui, l'héritage n'est pas une affaire commerciale à monnayer, c'est un fardeau émotionnel qu'il a appris à porter avec une dignité silencieuse inébranlable. En 2024, l'impossible commence à changer doucement, comme un glacier qui fond. Après près de 7 années de ressentiment accumulé, Laetitia et David se remettent à communiquer, non plus comme des ennemis jurés,
mais comme deux êtres liés par le même fantôme paternel. Il commence à discuter des droits moraux de Johnny, ses autorisations légales complexes qui régissent l'usage de son image iconique et de ses chansons immortelles. À la surprise générale du public, les échanges sont respectueux, professionnels. Dans une interview accordée aux Parisiens en avril, David confirme avec une pointe d'optimisme « Nous faisons les choses dans les règles de l'art. C'est formidable que cela se passe ainsi. Nous communiquons sur les questions de droit pour que tout le monde soit d'accord. Il aurait été déplacé qu'elle refuse catégoriquement. Ces mots sont modestes en apparence, mais monumentaux dans leur signification. Un signe clair que la querelle qui avait jadis déchiré la France en deux camps pouvait enfin se refermer, cicatriser. À la même période, Laetitia publie des photos célébrant le 20e anniversaire de sa fille Jade. Parmi les images de famille joyeuse et d'amis proches, une photo stupéfie les fans du monde entier. Un rare cliché où figure David, souriant discrètement. C'est subtil mais clair comme du cristal. La guerre froide est en train de fondre progressivement. Cet été-là, David sort l'un de ses projets les plus personnels et émouvants, Requiem pour un fou, un album entier réinterprétant les chansons classiques de son père avec une touche moderne. Ce n'est pas une manœuvre commerciale pour capitaliser sur la nostalgie, c'est un acte de clôture profonde, un hommage filial. Chaque note porte à la fois l'hommage sincère et la douleur contenue, comme s'il s'adressait directement à Johnny à travers la mélodie plutôt que par des mots directs. Les critiques le décrivent comme son œuvre la plus intime à ce jour, écrite avec amour mais sans illusion rose. Interrogé sur ses demi-sœurs Jade et Joy lors d'une émission, le ton de David s'adoucit davantage, devient fraternel. Sur Focus Dimanche sur RTL en avril 2024, il déclare avec chaleur « Elles le savent, je l'ai suffisamment dit et répété, ma porte est ouverte en grand. Ce sont mes sœurs, je les aime. Profondément. Lorsqu'elles seront matures et prêtes, elles seront toujours les bienvenues chez moi. Le message est simple, limpide. Le pardon reste possible, même si des cicatrices persistent. Même si la distance demeure pour le moment. » À la même période, Laetitia commence elle aussi à montrer de la chaleur inattendue. Sur les réseaux sociaux, elle partage des hommages à Johnny qui incluent David et Laura, rompant des années de silence glacial. Elle écrit à ses filles avec émotion « La lumière de ton père nous guide encore tous les jours et l'amour qu'il nous a donné nous unit même à travers les tempêtes les plus violentes. » Pour la première fois depuis des années, il semble que la famille Hallyday respire à nouveau, réunie par le souvenir. Pourtant, derrière chaque réconciliation publique subsiste une part indicible, une douleur privée. David a appris à pardonner à la vie ses caprices, mais pas à la tromperie qu'il perçoit. Il est calmant. Surface, mais pas complètement guéri au fond. Lorsqu'il promeut Requiem pour un fou en tournée à travers la France, ses paroles restent bienveillantes mais mesurées, comme si chaque phrase oscillait entre pénessante et retenue prudente. Et cette retenue allait se briser discrètement mais définitivement en janvier 2025 lorsqu'il prononce une seule phrase qui fait tout ressurgir comme un volcan endormi. La phrase qui rouvre les vieilles blessures béantes. Cela se passe le 10 janvier 2025. Après des années de retenue exemplaire alors que la réconciliation semblait à portée de main, David Hallyday s'assoit pour une interview exclusive avec le Figaro Magazine. Il est calme, posé, presque apaisé comme un homme qui a trouvé sa zénitude. Les questions sont simples, sur la musique qui le passionne, la mémoire de son père et la famille recomposée. Mais vient celle qu'il a évitée pendant près d'une décennie entière. A-t-il pardonné à Laetitia? David baisse les yeux un instant, respire profondément, puis parle doucement, sans hausser la voix. Je ne pardonnerai jamais à Laetitia. 6 mots sans colère. Apparente, sans drame théâtral. Pourtant, en quelques secondes, tout se fige autour de lui. Le lendemain matin, la France se réveille avec des gros titres qui résonnent comme le tonnerre dans un ciel clair. Internet s'enflamme instantanément, les fans se divisent en camps opposés et les réseaux sociaux brûlent de débats enflammés qui durent des jours. Pour certains, il est amer et rancunier. Pour d'autres, courageux et honnête, le dernier défenseur de la véritable mémoire de son père face à l'oubli. Mais pour ceux qui le connaissent intimement, ce n'est pas de la vengeance mesquine, c'est une libération longtemps attendue. En réalité, ce n'est pas un homme cherchant le conflit gratuit, mais un homme posant enfin des limites claires et nettes. Pour David, le pardon est devenu impossible, non par avidité ou cupidité, mais par trahison perçue comme une couteau dans le dos. La blessure remonte à ce jour précis de 2009 à Los Angeles, lorsque son père était plongé dans un coma artificiel après une opération chirurgicale ratée qui avait mal tourné. En arrivant à l'hôpital en urgence, David fut stupéfait de voir des photographes postés devant la porte de la chambre, flashant sans relâche. Il affirma plus tard que c'était Laetitia qui avait laissé entrer les caméras impitoyables, transformant la souffrance intime d'une famille en spectacle médiatique voyeuriste. Ce jour-là, confia-t-il un jour à un ami proche, quelque chose s'est brisé en moi pour toujours. 15 ans plus tard,
La fracture ne s'était jamais refermée, elle s'était juste couverte d'une croûte fragile. La guerre juridique interminable, le regard accusateur du public, le cirque médiatique sans fin, tout cela avait enseveli une vérité simple et dévastatrice. Un fils avait perdu son père 2 fois, d'abord par la mort physique, puis à travers l'histoire réécrite que d'autres racontaient à sa place, effaçant son rôle. Dans le Figaro, David n'en dit pas plus longuement, mais le sens est clair comme de l'eau de roche. Pardonner pour lui aurait signifié effacer la douleur accumulée, prétendre que les années de silence forcé et d'humiliation publique n'avaient jamais existé, et il refuse catégoriquement de le faire, par respect pour lui-même. Après l'interview choc, David est photographié quittant les studios de RTL à Paris, le visage calme et serein. Sa femme Alexandra Pastor marche silencieusement à ses côtés, main dans la main. Les journalistes crient des questions insistantes. Il ne répond pas un mot, fidèle à son style. Ce silence, le même qui l'accompagne depuis l'enfance ballottée, est redevenu son bouclier impénétrable. Ceux qui le connaissent bien décrivent ce moment non comme un accès de colère soudaine, mais comme une délivrance authentique. Il a dit ce qu'il devait dire pour avancer, confie un ami à Paris Match, pas pour se venger bassement, mais pour être enfin en paix avec lui-même. Ce soir-là, la télévision française diffuse un débat spécial intitulé « La famille Hallyday peut-elle un jour se pardonner vraiment ?» D'anciennes images d'archives montrent Johnny, Sylvie et le jeune David sur scène ensemble, un temps où tout semblait simple et pur, où la famille signifiait harmonie et non avocat coûteux. En fond sonore, une composition douce de David. « Tu ne m'as pas laissé le temps » résonne doucement dans le studio. Les paroles, écrites des années plus tôt, paraissent aujourd'hui prophétiques et poignantes. Nos vies s'écrivent dans le même sang, chante-t-il presque en écho. Alors que le débat fait rage en ligne avec des milliers de commentaires, David reste silencieux dans sa maison du sud de la France, loin du tumulte. Des amis racontent qu'il passe la soirée à son piano ancien, travaillant sur un nouvel album qui s'annonce comme une catharsis. Ceux qui en ont entendu quelques morceaux disent que c'est son œuvre la plus personnelle à ce jour, des chansons sur l'amour inconditionnel, la perte irrémédiable et l'impossibilité d'oublier certains chapitres. Il ne cherche plus ni vengeance ni compréhension forcée. Ce qu'il cherche désormais, c'est la vérité authentique, non celle écrite dans les tabloïds sensationnels ou les testaments contestés, mais celle de la mémoire personnelle, intime. Pour David Hallyday, le pardon n'est pas un devoir moral imposé par la société, c'est un choix personnel qu'il n'est pas prêt à faire, pas encore, peut-être jamais. Car parfois, ne pas pardonner ce n'est pas haïr avec violence, c'est simplement survivre avec dignité. Pour certains, le temps guérit toutes les blessures comme par magie, mais pour d'autres, il apprend seulement à vivre avec elles, à les intégrer sans les laisser détruire. David Hallyday n'a jamais cherché la guerre médiatique et il n'a jamais voulu être un symbole national de la discorde familiale. Il voulait simplement la paix, une paix que son père n'a jamais vraiment trouvée au milieu des excès et que sa famille n'a jamais su protéger jalousement. Ces mots prononcés en 2025 n'étaient pas une déclaration de haine viscérale, mais une confession de douleur profonde, celle qui ne s'efface jamais complètement, peu importe les années qui passent ou les accords signés. Et vous, qu'en pensez-vous au fond de vous ? David a-t-il eu raison de parler enfin après tout ce temps de silence, de briser la glace pour sa santé mentale, ou le pardon aurait-il dû être son dernier acte d'amour envers son père et sa mémoire ? Partagez vos pensées les plus sincères dans les commentaires ci-dessous, débattez avec respect. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché, de commenter pour alimenter la discussion, et de vous abonner à Chronique Le Baz pour d'autres histoires vraies et captivantes sur les plus grands drames familiaux du monde de la célébrité et au-delà. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, votre soutien compte énormément.